con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Marcel est la flotte. Où est le vin? Je veux du vin. Heroes de puta. Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour notre série d'émissions où on le revient sur des films références qui nous ont marqués. Aujourd'hui je suis comme d'habitude avec Julien. Bonjour Julien. Salut Sébastien. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Aujourd'hui c'est toi qui as choisi le film. Et oui, enfin un film de qualité. La Grande Évasion de John Sturges. Put 500 prisoners of war in a maximum security camp. Give them sports, recreation, gardening, classes, and what's the only thing they think about? Escape. Alors un petit résumé rapide comme d'habitude pour vous donner envie de vous voir cette histoire de la Grande Évasion. Déjà dans son titre c'est grandiloquent. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On a des officiers tous spécialisés dans l'évasion avec tous les grades possibles, mais c'est généralement que des hauts gradés. Tous ces soldats sont envoyés dans une seule prison réputée inviolable par les Allemands. Et sauf que forcément vous mettez des experts de l'évasion, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de s'évader cette fois-ci tous ensemble. Et on va suivre cette histoire qui est vraiment magnifique. Donc pourquoi j'ai choisi ce film? C'est vrai qu'il est connu, mais peut-être assez méconnu de la nouvelle génération. Et je me dis autant en parler, parce que c'est quand même un cast incroyable. On a un cast XXL pour l'époque. Et c'est intéressant de voir ces grands acteurs à l'écran tous ensemble. Et aussi cette mise en scène qui est vraiment l'archétype du classicisme hollywoodien. C'est-à-dire comment on a été éduqué à ce qu'on nous raconte des histoires. C'est comme ça, c'est-à-dire toujours des plans larges pour faire situer le lieu. Quand ils utilisent un outil, c'est un gros plan sur l'outil. C'est du pragmatisme à l'état pur. Mais en même temps, c'est fluide. Parce qu'avec un cast, je pense qu'on a au moins 10 personnages importants. Réussir à ne pas perdre le spectateur, c'est... Comment dire? Putain. C'est fort. Ouais, c'est fort, mais j'avais une expression. J'ai plus l'expression. Mais reprenons la tienne, c'est fort. Exactement, c'est fort. Et moi, ce film m'a marqué pour ça aussi, pour Steve McQueen, du coup, que si vous ne l'avez jamais vu, je suis quasi sûr que si vous aimez le cinéma, vous connaissez son nom. Et il est devenu aussi une légende grâce à ce film, grâce aux cascades, mais grâce à la mise en scène qui le met quand même. Si on est sur un film choral où toute l'équipe s'entraide, Steve McQueen est mis quand même un peu à part. Il est traité différemment à l'image. Il a un peu plus la lumière sur lui. Et ce qui le rend légendaire, de par son attitude du personnage. Ça a été repris d'ailleurs dans Once Upon a Time in Hollywood avec Leo DiCaprio qui rejoue la scène de Steve McQueen. Donc, si vous aimez Tarantino et vous avez aimé ce film, allez voir La Grande Évasion. C'est l'occasion. Mais toi, t'en as pensé quoi de ce film? Pour être original, je trouve que c'est juste un grand film. Tout est bien là-dedans. Il y a un petit côté épique, et comme tu l'as dit. Je sais pas si c'est l'un des premiers grands rôles de Steve McQueen, mais c'est vrai qu'il se démarque de toute la distribution, déjà par son rôle, parce qu'il est à l'écart de La Grande Évasion, parce que lui, il fait des toutes petites évasions. De plus, c'est un Américain, alors que la majorité sont des Britanniques, il me semble. Il y a même des Australiens. Vu que c'est un film choral, tous les acteurs ont tirent à peu près leur épingle du jeu. Ce film, pour moi, je l'ai vu pour la première fois, grâce à toi, grâce à l'émission, parce que c'est un film de Noël. Tous les ans, il passe à Noël sur France 2 ou France 3. Et en fait, c'est ce genre de film où tu te dis, bon, je le rattraperai l'année prochaine, et etc., etc. Mais au final, tu ne te mets jamais vraiment devant. Et voilà, c'était la première fois. J'ai pas trop de choses en fait à dire sur ce film. Vu que c'est un classique, il est parfait dans ce qu'il propose. Cette histoire d'évasion à la Prison Break sans les tatouages. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai que Prison Break, déjà, elle tire aussi sa référence à La Grande Évasion. En fait, il a posé les bases quand même. On parle d'un film d'évasion qui a donné un peu un genre après à part entière sur tout ce qui est prison et tout. Mais intéressant dans ce film, c'est le traitement, parce qu'on parle quand même des films de guerre, et là c'est quand même un film de guerre qui est traité pour l'époque avec une certaine bonhomie sur une première partie, donc toute l'organisation de l'évasion, où en vrai c'est assez enjoué, la musique est très
on va dire, rigolote. C'est un peu un pizzicato, là, ce qu'on dit. C'est ta-tam, tan-tan, tan-tan. Côté comique, c'est un peu des sketchs. L'attitude, en fait, irrévérencieuse de Steve McQueen envers les Allemands. Enfin, même tous, hein, comment ils se foutent un peu d'eux. C'est assez drôle. Et la manipulation, c'est traité un peu comme une comédie, un peu à la Ocean's Eleven. C'est la préparation du plan, l'exécution du plan. On est un peu en stress, il y a une montée en tension. Mais par contre, après, on bascule sur une deuxième partie avec, où même dans la musique, ça change. Les plans sont un peu plus nerveux, c'est beaucoup plus rythmé. Et c'est la partie où ils sont en dehors déjà de la prison, ils sont évadés. Et il y a la fatalité. C'est pas parce qu'on est héroïque et pour un film américain, ça change parce que là, ils se font tous rattraper, certains tués. Il y a une certaine noirceur à la fin qui ramène à la réalité. Je suis tout à fait d'accord, et je trouve que le film bascule à la scène où, je crois, la personne qui est emprisonnée avec Steve McQueen dans la cellule d'à côté, je crois il est écossais, Ives, il me semble, Ouais. Se suicide sur les barbelés, parce qu'il en a marre, il supporte plus cette vie d'enfermement, et je trouve qu'il y a une bascule à ce moment-là, où tout le côté comique qu'on voyait dans la première partie du film, le côté un peu provocateur des prisonniers, disparaît pour faire place à la survie, et même à ce moment-là, le personnage de Steve McQueen prend conscience du salut qu'il y a dans l'unité. Exactement. Mais voilà, moi, c'est pour ça que c'est un film, je trouve un peu. Alors, il est un peu long, mais il est. Moi, je trouve qu'il passe tout seul et c'est vraiment une histoire déjà intéressante, très bien jouée, très bien mise en scène. Il n'y a pas de fulgurance non plus, hormis. On en parle beaucoup, on va dire, son impact dans l'histoire du cinéma. On en parlait dès le début et c'est naturel, du coup, c'est Steve McQueen, parce que tu as ces cascades à moto. Après, le reste, c'est vraiment du grand classique. Donc, si vous n'avez pas consommé du cinéma classique hollywoodien de cette époque, donc là, on est dans les années 60, là, vous allez comprendre aussi d'où viennent certains autres films ou séries comme Prison Break, par exemple. Et moi c'est un film que j'arrive à revoir assez souvent, que j'aime bien pour ses dialogues, pour ce rythme, pour ces deux parties, parce que je trouve ça intéressant la façon dont les scénaristes ont écrit ce film en deux parties, parce que c'est vraiment, t'as l'impression de deux genres de films dans un film, tout ça englobé dans un film de guerre, hein, quand même. C'est assez marrant. Si merde, le mec il rebondit, je lui lance quelques balles, il rebondit à rien, il s'en va. Il fait combien de temps le podcast que je rigole? Il doit faire 10 minutes, allez c'est bon. Oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense que les plans les plus iconiques du film, c'est la fameuse course-poursuite en moto de Steve McQueen. Et même, on peut parler de la mise en scène à ce moment-là, qui est faite de plein de panoramas. Tu vois, on parlait de la mise en scène qui diffère de celle d'aujourd'hui avec les 7 samouraïs. Et quand tu vois aussi, pareil, la mise en scène de la Grande Évasion, et quand tu la compares à celle d'aujourd'hui, tu vois que, en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de toutes ces manigances en termes de montage? Ces artifices, c'est vrai qu'on fait beaucoup. Ouais, ces Il y a artifices, une multitude de plans que, après, avant, c'était la pellicule, il n'y avait pas de stead non plus, mais du coup, ça explique aussi cet immobilisme. Mais c'est vrai que quand tu vois ce côté classique en termes de montage et de prise de vue, on est sur des grands panneaux où voilà, le mec qui traverse la campagne en balle à moto. C'est des grands panneaux et ça monte, tu vois, c'est fluide, c'est sa direction, on est avec lui et ça s'enchaîne assez rapidement et on sent la tension. Parce que la caméra est toujours bien placée, les mouvements dans le cadre sont toujours intéressants. Et c'est vrai que tu te dis, bon, est-ce qu'il y a besoin de mettre un gars sur des rollers avec un Ronin, un stabilisateur et qui va à fond de balle derrière un mec et on fait ça sur 5-6 axes de vue. Je sais pas. Après, c'est le cinéma, il faut bien qu'on ait d'autres manières de raconter une histoire. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, pour capturer l'essence d'un film, ce film-là, il est classique. En vrai, déjà, il est classique. Il faut le voir parce qu'il est intemporel dans l'histoire du cinéma. Il est incroyable. Enfin, il est rentré, c'est un monument et il ne ressortira jamais. Mais il est classique dans sa mise en scène. Donc, il est sans prétention aucune. Les prétentions, c'est les acteurs qui sont dedans, qui sont tous excellents et connus. Mais sinon, effectivement, c'est... J'ai peut-être une prétention pour toi, c'est dépeindre le chef de la prison comme étant un peu gentil. Quand j'entends gentil, pour un nazi, c'est ça que je veux dire. C'est intéressant, mais cette prise de position, elle est pourquoi? Parce que lui, il se dit, le méchant, ça va pas être
Le gars de la c'est vrai que c'est paradoxal parce que c'est pas du tout les traitements qu'on a des nazis actuels ou même des 40 dernières années, ça c'est sûr. Mais en gros, c'est là où c'est intéressant, c'est c'est une prison qui existait à l'époque. C'est pour que les hauts gradés. Donc les prisonniers de guerre, dans toutes les guerres qui sont faites dans le monde, il y a une sorte de code d'honneur. Les gradés, ils sont plus ou moins chouchoutés. Ils sont jamais dans des prisons où ils vont côtoyer des rats, des trucs comme ça. Je dis peut-être une connerie, mais en gros, ils sont dans des prisons plus, quoi. Et je pense regarde P. Diddy. c'est vrai que ça n'a pas changé, mais c'est pas un prisonnier de guerre. Mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi ce côté. On va pas faire un tortionnaire allemand. Et même, tu regardes même les gardes, il y en a un qui est un peu simplet. En gros, le pitch du film, c'est ok, on est tous soldats, on n'est pas forcément tous méchants. T'as des cons chez les prisonniers et t'as des cons chez les Allemands. Et c'est plutôt. Et du coup, t'as aussi énormément de gentils des deux côtés. Mais ça, c'était intéressant. En fait, quand je regarde le film, je me pose une question, mais pourquoi les nazis les tuent pas directement, tu vois ? Je me dis, s'ils les avaient tués directement, peut-être qu'on aurait gagné la guerre à l'époque. Oula. Oula. Ok, d'accord. Je m'engage pas sur ce terrain, moi. J'avais prévu cette blague depuis hier, je savais pas quand la sortir, tu vois. Mon Dieu, quelle horreur. Non, oui, effectivement. Vas-y, je t'en prie, relance. tu veux rajouter quelque chose ? Non, faut pas les tuer, les gens, faut pas les tuer. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'ils auraient quand même pu faire un mec assez froid, et en vrai, on s'en fout un peu de son personnage, mais le fait de le rendre humain, des fois, tu te dis, mais les gars, pourquoi vous attendez pas juste la fin de la guerre ? Et c'est une question qui se pose aussi à un moment, tu vois, certains personnages, est-ce qu'on n'attendrait pas juste la fin et voilà. Mais en fait, c'est contre leur instinct de ne pas essayer de s'évader. C'est dans leur code de soldats, ils doivent s'évader. S'ils ne tentent rien, c'est qu'ils ne sont rien, quoi. Il explique pendant tout le film que c'est leur façon de participer à la guerre, parce que plus ils s'évadent, plus il y aura de personnes à leur recherche, et moins il y aura d'Allemands sur les fronts. Grosso modo, c'est ça leur leitmotiv. Mais c'est pour ça que c'était intéressant de mettre un mec gentil, parce que du coup, tu peux même toi-même te poser la question, les gars, en gros, ils forcent leur truc pour rien, quoi. Je trouve que ce film fait partie un peu de ces films sur la Seconde Guerre mondiale dans les années 60. On arrive vers quoi ? Tu sais, les trucs un peu héroïques, mais en même temps très portés sur l'humain en réalité. Et je trouvais ça assez intéressant, ce classicisme qu'on retrouve dans les films des années 60, et aussi oublié aujourd'hui, ce que je trouve ça un peu dommageable, puisque au final, c'est des films qui amènent des bonnes valeurs, des valeurs un peu... je ne vais pas dire patriarcales, mais... Waouh, ok. On est passé du féminisme de la vérité aux bonnes valeurs. Des bonnes valeurs patriarcales. Ok, nos podcasts n'ont aucun sens, mais c'est bien, si vous nous écoutez, faites-vous plaisir. Oui. Non, mais attends. Non, après... les bonnes valeurs occidentales, on va dire. Encore pire, mais c'est pire, espèce de facho. Déjà, tu voulais que les Allemands gagnent, alors là... En plus, si vous saviez de quel type de cheveux sont les couleurs Sébastien et ses yeux, hein, bon. Ah, c'est sûr, je suis pas du côté des Américains. Quelque part, j'ai un petit côté Steve McQueen, donc c'est vrai, ça me rassure. Ouais. Non, mais en vrai, ce film, en tout point, je suis d'accord avec toi. C'est ce qui est intéressant d'en avoir parlé. Il n'y a pas énormément de choses à dire, à part que c'est un excellent film. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'il est classique dans son traitement, mais pourtant ça en fait un grand film. Et comme le but de tous ces podcasts, de donner des bons films et des classiques, et essayer de vous faire découvrir des choses que vous n'avez pas vues, ça va casser avec tout ce que vous êtes en train de regarder en ce moment, par exemple. Justement, on parlait un peu des prises de vue qu'il y avait sur les scènes de poursuite à l'heure actuelle, et par rapport à ce qu'on voit dans La Grande Évasion. Ah oui, il faut se mouiller la nuque, hein. Après, à voir si ça va vous plaire. C'est un peu comme contempler une scène d'action et être en immersion. Moi, par exemple, je crois que c'est le Superman que j'ai regardé. Je vois des gens s'extasier sur des prises de vue. Par exemple, il a refait un plan séquence, James Gunn. On parle beaucoup de Superman en ce moment, mais c'est vrai que c'est la période. Et il fait un plan séquence d'une scène de bataille avec Mister Terrific, je crois qu'il s'appelle, je sais plus. Mais je la trouve brouillon, illisible.
horrible. Et en même temps, si on veut partir sur les trucs actuels, tu as d'autres séquences d'action où tu as plein de prises de vue de tous les côtés. C'est horrible aussi. C'est limite illisible en fait. Là, au moins, c'est lisible. On sait où on va. On sait où le personnage va. On sait les dangers. Et c'est là où ça amène l'attention. C'est du classique, mais en même temps, par exemple, si vous voulez aspirer à devenir réalisateur ou faire des petits fanfictions, des films, peu importe, ou raconter vos histoires, juste ce film, bah, c'est comme si vous ouvrez un manuel Ikea pour créer un film, quoi. Tout est expliqué de A à Z. C'est du classique. Voilà. Là, tu as les codes pour faire ton histoire, bien la raconter. Et en plus, avec un cast, c'est dur, hein, les films Coraline. Vraiment. Hein. Réussir à gérer le temps d'écran de chaque personnage, ne pas perdre le spectateur, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Bien jauger les parties à chacun, c'est très dur. On a parlé de Snatch dans cette série. Ça fait partie d'un mec qui découle de La Grande Évasion parce qu'il a su aussi gérer ses parties. Et ça, enfin, à l'époque, c'était pas monnaie courante de faire des films avec autant de stars. Quand tu parlais des scènes d'action illisibles et la différence avec la mise en scène d'autrefois, j'ai vu F1 hier. Bon, c'était sympa, tu vois, mais il y a beaucoup d'actions où c'est illisible, tu vois. Mais bon, ça, je l'enlèverai parce qu'au final, tu l'as dit avec Superman. Bref. Non, mais tu peux le laisser, c'est intéressant. F1, moi, je ne l'ai pas trouvé illisible dans l'action. Parce que toi, tu es habitué, tu aimes beaucoup la F1, tu vois, donc tu sais à peu près ce qui se passe. Là, franchement, dans F1, il y avait... je suis un peu la F1, mais de très loin. Les dépassements de Brad Pitt, par exemple, il n'y a pas de plan large, etc. Bah, t'es là, mais est-ce que c'est important ce qu'il fait ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? En fait, il y a beaucoup de scènes qui font te perdre un peu dans l'importance de la course. En fait, j'ai bien aimé le film. Classique aussi, parce que c'est le même réalisateur que Top Gun. Ouais, bah exactement. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est la même construction du récit. C'est la même chose. C'est exactement la même. Sauf qu'il y a Brad Pitt dans une Formule 1 et pas Tom Cruise dans un avion. C'est littéralement la même chose. Et franchement, j'ai quand même été un peu déçu parce que j'attendais beaucoup ce film, parce que j'ai adoré Top Gun Maverick. Et j'aime beaucoup ce genre de blockbuster. Je trouve que ce genre de blockbuster, aujourd'hui, ça fait du bien. Un peu, comment dire, décomplexé. Déjà original un peu, même si c'est un scénario repompé, mais... Pour moi, c'est pas vraiment original. C'est original dans notre époque, mais on a déjà vu ce genre de film. Là où j'ai du mal avec ce film, au final, moi je suis content, je consomme la F1 de ouf depuis longtemps, mais déjà j'ai trouvé... C'est intéressant ce que tu dis, toi, par rapport aux courses que tu trouves pas limpide. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était illogique. Surtout. Ah oui. Donc les scénarios des courses, c'est des trucs qui n'arrivent pas. Le mec, au bout de la première course, il est déjà éliminé, il sort de... c'est fini, hein. Tu provoques pas des safety cars comme ça, tu fais 40 accrochages, ça c'est de la merde. Mais c'est un film qui aussi marque son époque dans le sens où c'est un pur produit. Donc c'est Apple TV, enfin Apple, qui produit avec ceux qui ont les droits de la F1, donc F1 Pro, je sais plus. Bref, les détenteurs des droits de la F1, donc c'est limite une pub géante en fait, déguisée avec un petit scénario, mais c'est juste une grosse pub. Et ça, c'est un peu bizarre. D'ailleurs, ils ont tous des casques Apple. C'est un truc. Ah ouais, je sais même pas calculer. C'est ouf. Mais après, le scénario, c'est Jour de tonnerre avec Tom Cruise, tu vois. Ah ouais, clairement. Ils sont même pas embêtés, les mecs. Hein. Ils sont pas embêtés. Ils se sont dit, on va mettre Brad Pitt dans une Formule 1, ça va faire un carton. Après, musique d'Hans Zimmer est pas mal. Donc c'est pas grave. Mais même la musique d'Hans Zimmer, t'es gentil, hein. Il y a aucun thème qui ressort ou quoi que ce soit. Il y en a qu'un seul. Yes. C'est juste ça. Le reste, non, il y a pas ce petit frisson à la fin où tu te dis putain, il va enfin gagner ou quoi, tu vois, c'est juste ça. Et du coup, là, il y a ce frisson dans ce film. Allez voir La Grande Évasion parce qu'on digresse. Oui, parce qu'on a divagué de ouf. Il y a le frisson parce qu'on parle de classique, certes, mais la maîtrise de la mise en tension, donc c'est ça où c'est intéressant et que ce film, ils sont en deux parties, qu'au début soit archi désamorcé, limite un peu comique. On est avec eux, mais il n'y a pas trop de tension. Et au fur et à mesure, la tension elle monte, les plans se raccourcissent, le rythme augmente, la musique change. Non, là, vous serez en stress pour les héros et vous voudrez savoir s'ils vont réussir à s'évader ou non. On a un peu spoil, mais bon, si vous n'avez pas fait attention et que vous avez oublié... Et donc, pour toi, quel serait le anti La Grande Évasion ?
Bon, ça va être... Enfin, attends, on tape toujours sur les mêmes. J'essaie de changer un peu. À chaque fois, on dit cette question, mais j'ai jamais en fait d'anti. En gros, moi, quand je dis anti, c'est quel serait... maintenant, si tu as un producteur d'aujourd'hui qui reçoit le scénario, ce serait quoi le film, tu vois? Enfin, quel type de film il ressemblerait à quoi? Tu vois, c'est ça. Bah, il ressemblerait à un truc un peu. Bah, un peu à la Mission Impossible, avec des cascades. Je pense qu'il y aura des explosions, tu vois, par exemple, quand ils s'évadent. Il y a plus une tension au niveau de est-ce qu'ils vont se faire prendre, mais pas sur la poursuite, à part pour Steve McQueen. Il y a la poursuite, ok, mais pour tous les autres, c'est plus posé. Ouais, c'est Ils prennent beaucoup un plus train, ils posé. prennent un vélo, ils prennent une barque, tu vois. Si tu faisais le film aujourd'hui, il y aurait des explosions dans tous les sens. Bah, c'est un film qui serait totalement différent s'il sortait aujourd'hui, je pense. Ouais, un peu, ouais, Mission Impossible. Bah, déjà, il y aurait beaucoup d'effets spéciaux, alors que là, c'est très organique. Il n'y a aucun effet spécial. Aucun effet spécial. Mais ouais, non, c'est beaucoup plus organique. Après, c'est les inconvénients du temps, entre guillemets. Alors, j'ai vu que Guillermo del Toro, encore une petite digression, qui, lui, pour son prochain film, là, Frankenstein, ne veut aucune IA, aucun effet VFX, il veut que du réel. Il veut des décors peints, que tu touches, tu vois, que des trucs réels. Donc, intéressant de voir, voir ça. Je pense que cette façon de faire va revenir de plus en Bah, plus. avec l'IA qui revient, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui voudront revenir à des trucs plus organiques. L'IA quand même dénature un peu le côté artistique des œuvres. Tu vois, je pense qu'un mec comme Del Toro, il se considère avant tout comme un artiste et pas seulement un réalisateur. Donc Totalement. lui dire ouais, écoute, ton décor sera de l'IA, j'ai du mal à le voir là-dedans, tu vois. Après, espérons qu'il y aura quand même des réalisateurs dans le futur qui pourront remplacer des Del Toro, ce genre de choses avec cette façon de penser, mais bon. L'avenir nous le dira. Ah, le problème, c'est toujours la même chose, c'est le temps. Et vu comment les productions, les studios en tout cas, fonctionnent à l'heure actuelle, où c'est la course au temps, en vrai, c'est ça qui est fou dans notre époque, c'est qu'on est dans la recherche de faire les trucs le plus vite possible. Et on a un outil qui vient d'apparaître, qui est l'IA, qui va permettre d'aller encore plus vite qu'avant. Et du coup, à la limite, le résultat, il importe peu parce qu'on a appris à accepter des trucs horribles. Genre, il y a quand même Flash, là, le film de DC qui était sorti, qui, même si il est horrible et que, bon, ok, le réalisateur, il dit que c'est un parti pris et tout, mais c'est... Enfin, les gens sont allés le voir quand même au cinéma, tu vois, alors que ça avait plus l'air d'un nanar qu'autre chose, quoi. Mais c'est ça qui est bizarre parce que tu parles de rapidité dans la production, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que notre époque, on n'a jamais eu autant de contenu. Donc pourquoi, en fait, Pourquoi se presser? les gros... Personne ne sait, mais personne ne sait. Si, enfin, on le sait, c'est parce que ils arrivent à produire des films ultra rapidement et ultra rentables. Parce que tout n'est que saga. Vraiment? Bah oui, oui. Mais non, je suis pas convaincu là-dessus. Regarde, le dernier Superman, il a pas fait un carton de ouf. Arrête de dire ça, je te dis si le Ok, studio... regardez, j'ai regardé le box-office, tu m'as saoulé. Si le Vas-y. studio considère que c'est une réussite, c'est que c'en est une. Sinon, ils auraient flingué comme on en a parlé, comme John Carter, ils l'ont flingué. Alors qu'au final, bon voilà, t'attends un peu, le mec il devenait rentable, quoi. Ils diront jamais qu'un film comme Superman que c'est un échec, tu vois. Sinon, toute leur stratégie marketing sur 10 ans est vouée à l'échec. Ouais, de toute façon, d'ici ils sont foutus. Donc bon. Ça fait un peu plus de 500 millions. C'est Non, pas mais énorme pour un film comme Superman, tu ils vois. ont dit ça va finir à 600. Bah, celui de Snyder, il avait fait 800 millions. Bon. Bah, justement, Et les places, il faut savoir que les billets étaient moins chers. il y a ça aussi. Et celui de Snyder, il n'était pas considéré comme un grand succès. Parce qu'à l'époque, tu le comparais au Marvel, qui faisait tous les milliards à l'époque, donc ok. Mais c'est pas non plus des super cartons, c'est comme les derniers Marvel. Il n'y en a pas un qui dépasse les 500 millions aussi. Bah, il y a des petits accidents, mais t'as quand même un film comme Superman qui a été produit archi rapidement, il me semble aussi. Il fait quand même 600 millions. À la fin, il va faire 600 millions. C'est ouf. Ouais, mais ce film, tout le monde l'attendait depuis 1 an ou 2. Mm. Donc quelque part, c'est obligé qu'il y aurait du monde pour regarder ce film. Mais je trouve que 600 millions, c'est pas énorme. Genre, attends, il n'y a pas un succès de merde, là, je pense. Minecraft, par exemple. Minecraft. Mais Minecraft, justement, il a dépassé le milliard. Bah, tu te rends compte?
Comment ça peut Mais c'est marcher? honteux, mais c'est honteux. C'est ce que Mais je c'est te dis, honteux. tu vois, ça marche. Après, certes, il y a une grande fanbase et tout, mais c'est honteux. C'est honteux. Mais ça, je le mets au niveau de Barbie, tu vois. Je trouve que les gens sont pas allés voir parce que c'est un bon film, ils sont allés le voir parce que c'est un effet de mode. Ils sont pas Je allés sais voir même sur pas, la parce qualité. qu'à la limite, Barbie, il y avait un truc. Il y a au moins des musiques et tout. Là, ils ont joué sur Jack Black un peu, mais même ça, tu souffres. Barbenheimer, tu vois. Ouais, en plus, ils ont joué avec Oppenheimer, Barbie. Donc bon. Bon, bah voilà, hein. Faut oublier le Ouais, cinéma. Oublier le cinéma. Regardez La Grande Évasion. Attendez pas de Noël, ça sert à rien. Regardez-le. C'est vraiment un film excellent. Vous pouvez prendre des notes sur comment réaliser, comment raconter une histoire. Mais vous pouvez surtout prendre plaisir à regarder ces colonels, ces capitaines tenter une évasion tous ensemble. Donc l'union lors de cette guerre pour s'évader et retrouver la liberté. Voilà. Eh ben, très bien, merci Julien pour ton choix de film. De rien, de rien. Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez là pour une prochaine émission. Et à bientôt. À bientôt, ciao.